Annie Genevard, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes donc députée du Doubs, LR, et présidente par intérim de ce parti. On parlera évidemment de l'actualité de votre parti. Un mot sur la réquisition des dépôts de carburant, Esso, prononcée par la Première ministre hier. C'est bien, c'est suffisant, vous soutenez ? Je pense que ça arrive tardivement. Le conflit s'enquiste, se durcit, va peut-être s'étendre, si j'en crois les rumeurs qui me sont parvenues. Mais dans un premier temps, le gouvernement a dénié la réalité, comme il l'a fait il n'y a pas si longtemps pour les masques. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, disait qu'il n'y avait pas de pénurie d'essence. Manque d'anticipation complète. C'est-à-dire manque d'anticipation, puis déni de la réalité. Enfin, 3 Français sur 4 en moyenne prennent leur voiture pour aller travailler. Aujourd'hui, le pays est en passe d'être complètement bloqué. Alors c'est extrêmement grave. Comment on en sort ? Xavier Bertrand dit qu'il faut réquisitionner aussi Total, il faut tout réquisitionner. Moi, je pense que la fermeté s'impose naturellement, et la réquisition des personnels pour débloquer les stocks d'essence est une nécessité. Songez que les soignants, les gens qui interviennent pour la sécurité, les ambulances, les camions de pompiers, et puis tout un chacun qui a besoin de sa voiture pour aller travailler. Donc on ne peut pas bloquer le pays à un moment où c'est déjà si compliqué. Mais ça en dit long sur la fragilité du corps social aujourd'hui dans notre pays. Notamment face à la problématique des salaires, de gros profits pour certains secteurs, les salariés réclament leur dû. Mais alors, bien sûr, les négociations doivent se dérouler, mais chacun reste sur ses positions. En plus, la CGT est dans une séquence particulière, puisque se profilent dans quelques mois leurs élections internes. Vis-à-vis de la grande rivale qu'est la CFDT, il leur faut montrer des muscles. Donc tout ça joue aussi. Et puis l'opinion publique est travaillée par les questions d'inflation, d'augmentation de l'alimentation, de l'énergie, la grande crainte de ne pas avoir de quoi se chauffer et s'éclairer cet hiver. Enfin, on a là tous les ingrédients quand même pour une crise majeure. Et je pense que le gouvernement a réagi bien tardivement. Vous savez, les crises sociales, c'est comme en politique, c'est aussi une question de momentum. Oui. Alors, la tension est aussi dans l'hémicycle. Hier, le Rassemblement national a traité Bruno Le Maire de lâche. Est-ce que vous soutenez le ministre qui demande des excuses ? Moi, je pense que, si vous voulez, tout ce qui est insulte, attaque personnelle doit être banni de l'Assemblée nationale. Lorsque je présidais les séances, je veillais toujours à ce que les propos restent acceptables. Lâche, c'est une insulte. Je considère que ça relève de l'inscription au procès-verbal. La présidente le fera peut-être, je ne sais pas, mais je pense que on peut évidemment, et c'est notre rôle, attaquer le gouvernement sur la politique qu'il met en œuvre. Le traiter un ministre de lâche, ça relève de l'attaque de la personne, et le propos était violent, ça a créé un incident de séance. Mais là aussi, on voit que l'hémicycle n'échappe pas à l'humeur du temps, qui est très, très belliqueuse, très, très éruptive. Le climat n'est pas bon. Et je pense que le gouvernement, à la fois le redoute, mais ne sait pas comment faire. Comment le gérer ? Le Parlement néanmoins travaille. Hier, la réforme de l'assurance chômage proposée par le gouvernement a été votée avec les votes de l'essentiel du groupe Les Républicains. Pourquoi avez-vous voté ? Alors, nous avons voté pour 2 raisons. D'abord, dans ce texte, il y a la prolongation d'un dispositif qui visait à raffermir les règles d'indemnisation du chômage. Donc ce dispositif, tout ce qui peut ramener les Français au travail, nous le soutenons dans le principe. Très bien. Et l'autre raison ? Et puis l'autre raison, c'est que dans ce texte de loi, nous avons pu faire adopter un amendement auquel nous tenions, qui vise à assimiler l'abandon de poste à une démission, et donc supprimer l'accès aux indemnités de chômage. Vous savez que le marché du travail dysfonctionne gravement aujourd'hui. Il faudra durcir encore plus tard ? Écoutez, moi je pense que on voit bien qu'il y a un délitement du lien des Français avec le travail. Beaucoup de chefs d'entreprise le disent. Difficulté de recrutement, manque d'intérêt pour le travail. C'est ce qu'on a appelé la grande démission dans les esprits. Et puis refus de CDI, exigence en matière de rupture conventionnelle, stratégie pour alterner les temps de chômage, les temps de travail. On voit bien qu'il y a un dysfonctionnement général
du marché du travail. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, franchement, ils sont dans une situation extrêmement difficile. D'une part, ils ont de gros problèmes de recrutement et de motivation pour beaucoup. Et deuxièmement, le renchérissement de l'énergie va les conduire pour beaucoup à arrêter leur activité. Moi, je suis extrêmement inquiète. Si on n'arrive pas à prendre des mesures véritablement très radicales en matière de prix de l'énergie... Récession et faillite sont là. Les PME sont au bord de... vous allez en province, en tout cas, c'est peut-être moins sensible à Paris. Beaucoup de restaurants, vous voyez des salles à moitié vides, non pas parce qu'il n'y a pas de clients, mais parce qu'ils sont obligés de réduire le service faute de personnel. Ils sont obligés de fermer 2 à 3 jours par semaine faute de personnel. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de sujets. Point dur. Le prochain texte sera le projet de loi de programmation sur les finances publiques, c'est dès cette semaine. Celui-là, le voterez-vous ? Alors, la commission des finances ne l'a pas voté, puisque la programmation des finances publiques, comme son nom l'indique, indique une stratégie, un chemin budgétaire. Or, tout indique que le gouvernement prend des décisions et des orientations budgétaires, soit qui sont peu réalistes, les prévisions de croissance, les prévisions de réduction du déficit, nous les jugeons peu réalistes. Et surtout, les efforts qu'il y a à faire ne sont pas faits. Cette année, sur le projet de loi de finances de 2023, c'est 47 milliards de dépenses supplémentaires. C'est un emprunt comme jamais vu, 270 milliards. Vous voulez des économies. C'est un déficit de 150 milliards. Donc, rien n'indique dans ce budget et dans cette programmation budgétaire qu'il y a matière à approuver les choix du gouvernement. Donc si vous ne les soutenez pas, ils passeront par le 49.3, ça sera arithmétiquement... Sur la programmation budgétaire, je ne sais pas. Sur le projet de loi de finances, oui, bien sûr. Vous déposerez une motion de censure à ce moment-là, s'il y a un 49.3. C'est le réflexe d'habitude des groupes. Non, ça ne sera pas votre objet. Non. Et est-ce que vous pourriez voter une motion de censure déposée par d'autres ? Non plus. Non plus, parce que voter une motion de censure ou la déposer nous-mêmes avec l'hypothèse, la perspective qu'elle soit adoptée, ça veut dire faire tomber le gouvernement. Emmanuel Macron a prévenu que si le gouvernement tombait, il dissolvait l'Assemblée nationale. Nous venons d'être élus. Nous avons été élus il y a quelques semaines. Quel sens pourrait-on donner à une dissolution de l'Assemblée nationale que nous aurions provoquée par notre vote ? Les Français se sont exprimés, ils ont fait un choix, on le respecte. Je crois que la dissolution, elle est faite soit pour se renforcer, soit parce qu'il y a une situation de blocage telle que vous ne souhaitez pas actuellement. Ce n'est pas le moment du blocage. Moi, je pense que le corps social est trop fragile, les difficultés des Français sont trop importantes, l'environnement international est trop difficile et inquiétant pour qu'on rajoute une crise institutionnelle et politique à toutes les crises que s'apprêtent à vivre les Français. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a été exclu officiellement de LR hier. Vous aviez lancé la procédure il y a quelques semaines. Il est empêtré dans une affaire de sextape, de chantage à la vidéo. Mais est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite par rapport à la présomption d'innocence ? Non, la justice fera son œuvre, évidemment, mais le parti se devait de donner un signal fort à l'égard de quelqu'un qui, d'abord, politiquement, prenait de plus en plus ses distances par rapport à nous et se montrait très critique. Et puis ensuite, parce que cette exclusion, c'est le sens de nos procédures internes, a été demandée par la fédération. Nous avons instruit cette demande et nous y avons donné suite. Les faits, bien sûr, seront jugés, mais tout indique quand même que l'entourage très proche du maire de Saint-Étienne était mêlé à cette affaire lamentable qui a visé à discréditer un élu de sa majorité. Donc les enregistrements sont assez accablants. Il y avait là matière quand même à prendre nos distances avec quelqu'un dont les agissements sont pour le moins nauséabonds. LR est lancé dans sa présidentielle interne, à échéance le 3 décembre pour choisir un nouveau président. Il y a un mois pile, vous renonciez à briguer votre propre succession à la tête du parti. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne pas aller Non, je ne me regrette pas. Je ne suis pas une femme de regret. Cette décision, je l'ai mûrie. Je pense que les candidats se multipliant, je n'étais pas sûre de la plus-value qu'apporterait une candidature supplémentaire. Il faut aussi quelqu'un pour tenir la maison. Dès lors qu'on est candidat
candidat, on est obligé de se mettre en retrait et là se poser un problème fonctionnel. Et puis, donc voilà, un ensemble de raisons qui ont fait que, dont je ne le regrette pas. Et j'ai bien assez à faire là avec la gestion de cette compétition. de cette Ça se passe comme vous le vouliez quand même, ou c'est plus tendu que prévu? Non, ça se passe bien. Il paraît qu'on utilise des fichiers qui sont pas autorisés pour. C'est la grande question des fichiers. Alors nous veillons sur les fichiers et leur utilisation de façon très soigneuse et tout ça est très encadré par la RGPD, comme vous savez. Donc il y a très peu de gens au parti, au siège qui ont les fichiers. Qui ont les fichiers, et on a une traçabilité totale de ceux qui les consultent. En revanche, il y a des morceaux de fichiers qui se promènent dans les fédérations, puisque chaque président de fédération a accès à son fichier. Donc après que des informations soient livrées sur le terrain, ça on ne peut pas l'empêcher. Puis les responsables politiques, au fil du temps, constituent leurs propres fichiers. Donc ce sont des bouts de fichiers agrégés. Mais quoi qu'il en soit, la compétition se passe bien. Alors, une candidate a quand même jeté l'éponge, Virginie Calmel, ça prenait des tas de problèmes de procédure, en disant, de toute façon, tout est fait pour la victoire d'Éric Ciotti et la désignation de Laurent Wauquiez comme candidat présidentiel. C'est joué d'avance ou... Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des candidats qui sont solides, qui sont sérieux, qui font ardemment campagne sur le terrain. Pour l'instant, ils sont 7. Il y en a 7. Tout à fait. Il n'y a pas que les 2-3 dont on parle dans les médias. Voilà. Donc, mais enfin, les 3, je dirais, les 3 plus connus... Pradier, Retailleau, Ciotti. Se respectent, ils ne s'attaquent pas et c'est une bonne chose parce qu'on appartient tous à la même famille. Donc la compétition est assez ouverte, je crois, et c'est une bonne chose. Après, il appartiendra à chacun, de convaincre et demain, de rassembler. Le président a annoncé hier que la France enverrait des chars Leclerc en Roumanie, plus 6 canons César supplémentaires en Ukraine. Vous approuvez la stratégie du président de la République ? Alors, je pense que le président de la République, éclairé par l'avis des généraux, a pris ses responsabilités. Ce qui apparaît tout de même, c'est en matière de moyens militaires notre grande fragilité, et ça justifie, à mon sens, quand même qu'on fasse le point sur les éléments qui sont à notre disposition pour défendre notre pays. Je rappelle qu'on est entré dans une stratégie nouvelle qui est de se préparer à des conflits de haute intensité. C'est un changement stratégique majeur qui requiert qu'on regarde exactement ce dont on dispose pour se protéger. Annie Genevard, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité à 7h45 sera le ministre Stanislas Guerini.